un sujet compliqué, difficile. Je viens de l'hôpital de Niort où j'ai travaillé pendant 15 ans en addictologie, pour suivre des patients qui avaient des problèmes de conduite addictive. Et puis j'ai travaillé 16 ans sur une coordination départementale de prévention du suicide. L'objectif, c'était de mettre en place des actions pour lesquelles on pouvait avoir un effet de diminution des passages à l'acte suicidaire et du risque de décès par suicide. Je vais essayer de vous donner un peu le... Je vais essayer de parler assez largement du suicide. Ça vient retenter à chaque fois chez chacun d'entre nous. On connaît tous une personne décédée par suicide. Alors, il est plus ou moins ancien, c'est peut-être quelqu'un d'il y a très longtemps de génération, mais normalement, on connaît tous quelqu'un autour de nous décédé par suicide. Et puis, on connaît parfois aussi des personnes qui ont eu des pensées suicidaires, et certaines d'entre elles qui ont fait des tentatives de suicide. C'est pour ça que mon discours, il va être généraliste. N'essayez pas de l'interpréter au regard de votre propre situation. Je vous propose que je fasse un petit exposé avec un diaporama pendant une quarantaine de minutes ou 35 minutes, et puis qu'après, on se laisse du temps pour que je puisse répondre à vos questions. D'accord ? Voilà, vous avez peut-être reconnu Jacques Brel avec Nino Ventura sur ce magnifique film qui s'appelle La Merdeur. C'est-à-dire que Jacques Brel, sa femme l'a quitté, et il est résolu à quitter ce monde-là, parce qu'il ne peut pas vivre sans sa femme. Il y a Nino Ventura, lui, qui est un tireur d'élite, qui lui est dans la chambre d'à côté de l'hôtel, et qui lui a un boulot à faire, c'est-à-dire qu'il doit tirer sur quelqu'un. Mais Brel va l'embêter jusqu'au bout, et heureusement, Brel ne suicidera pas. Et puis derrière, je vous ai mis une personne âgée regardant, parce qu'on va voir tout à l'heure, on va essayer de comprendre quelles sont les populations qui sont les plus à risque par rapport au suicide. Quand je vous disais qu'on essayait de trouver des actions, on a repéré en France, on sait maintenant quelles sont les personnes les plus à risque. Mais même quand on a repéré les personnes les plus à risque, même quand on met un ensemble de pactes de protection pour les personnes, il arrive encore que des personnes décèdent par suicide. On va faire un peu un état des lieux justement sur un peu le nombre de décès par suicide. Chaque année en France, environ près de 10 000 personnes décèdent par suicide. Ça baisse progressivement. Depuis moi, j'ai commencé en prévention suicide en 2004. On était à 12 500 décès. Les derniers chiffres nous disent 9 000 décès par suicide en France. Moi, je vous ai mis près de 10 000. Pourquoi j'en rajoute un peu, alors qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter? C'est parce qu'il y a des décès qu'on ne note pas comme des décès par suicide, mais quand on regarde après l'histoire, on comprend que c'est un décès par suicide. Je vous donne un exemple. Chaque fois qu'un véhicule quitte sa voie de circulation pour aller s'encastrer dans un véhicule arrivant en sens inverse, on s'aperçoit 4 fois sur 5, le véhicule arrivant en sens inverse est un camion. Or, le camion ne représente pas 4/5 des véhicules en circulation. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui utilisent ce moyen-là pour arrêter le suicide et qui ne sont pas comptés comme décès par suicide. Accident de la voie publique. Si vous avez la famille au téléphone, la famille vous expliquera que non, c'est pas du tout un accident. Et que ça faisait plusieurs fois qu'il avait menacé de se suicider et que c'est bien un décès par suicide. Vous avez cet adolescent que vous avez pu rencontrer après la famille, après le décès par suicide. Il avait 23 ans. Il s'est alcoolisé violemment et il est allé percuter un arbre avec sa voiture. C'est un décès, un accident de la route lié à une cahutation massive. Mais quand j'ai vu la famille, quand j'ai vu les amis dans mon téléphone qu'on a reçu sur un groupe de soutien psychologique, il n'y avait pas de doute. Sa copine l'avait quitté dans l'après-midi et il s'était alcoolisé. Et l'arbre dans lequel il a encastré sa voiture était tout près du lieu où il avait rencontré son ami. Donc ça, c'est pas comptabilisé comme décès par suicide, mais pourtant c'en sont. Et puis il y a quelques confusions mentales chez les personnes âgées qui ont pris beaucoup de médicaments, parce qu'ils se sont trompés dans les médicaments. La réalité, c'est que parfois la famille préfère dire qu'ils ont pris trop de médicaments parce qu'elle perdait un petit peu la boule. Dans la réalité, parfois aussi, ce sont des suicides. C'est pour ça que j'en rajoute un peu sur ces 10 000 suicides. Et qui sont les gens qui décèdent le plus par suicide? Les hommes. 3 à 4 fois plus que les femmes. Ce sont les hommes qui décèdent le plus par suicide en France. Mais pourquoi sont les hommes qui décèdent le plus par suicide? Sans doute parce qu'on est plus malheureux. Il n'y a pas d'autre explication. Sans doute une explication, on le verra après en matière de prévention, c'est parce que les hommes, nous avons une moins bonne compétence à la parole. Nous parlons moins. Quand ça va mal, on est plus dans du passage à l'acte en règle générale, on est plus dans des consommations de produits, des alcoolisations, on exprime plus notre mal-être par la violence, alors que les femmes, en général, parlent plus.
Parler de ce qui fait souffrir ne règle pas tous les problèmes, mais parler de ce qui fait souffrance prévient le risque suicidaire. Donc c'est pour ça que les femmes sont un petit peu plus protégées. Une fois qu'on a dit les hommes, quelle France d'hommes? Donc il y a les jeunes adultes, on évoquait avec madame, qui sont une population à risque, hein, c'est la deuxième cause de décès chez les 25-35 ans, mais là, très majoritairement, ce sont des garçons. Très majoritairement dans le cadre d'une rupture amoureuse. Ça veut dire qu'on sait en termes de prévention qu'un jeune avec plutôt des traits d'impulsivité qui vient de se faire quitter par sa copine, il est à risque suicidaire. A fortiori parce qu'il ne parle pas. A fortiori parce qu'il ne va pas en parler. Donc on voit où c'est le risque. Et puis l'autre population qui en France décède le plus par suite sont les personnes âgées, les plus de 65 ans. Là aussi davantage les hommes que les femmes, c'est la population en France qui décède le plus par suicide. D'accord ? Et puis on a des professions à risque. On a les agriculteurs, qui sont des professions à risque. On a les policiers, qui décèdent énormément par suicide. Ce sont des... Là, on peut avoir une explication et sur le plan personnel et sur le plan professionnel, mais si vous voulez, on y reviendra plus tard. Les tentatives de suicide. Alors, c'est compliqué d'avoir une évaluation sur les tentatives de suicide en France, parce que si vous voulez, il n'y a pas d'études qui peuvent le valider. L'estimation qu'on a, c'est entre 250 000 et 300 000 tentatives de suicide. 3 fois sur 4, à peu près, ce sont des tentatives de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire. N'allez pas traduire, quand les gens font une intoxication médicamenteuse volontaire, qu'ils ne voulaient pas vraiment mourir. Il ne faut jamais faire ces traductions. Parce qu'à force de dire aux gens, vous ne voulez pas mourir, vous ne voulez pas mourir, ils vont massivement prendre des médicaments ou choisir un autre mode plus dangereux. Mais donc, il ne faut jamais banaliser une tentative de suicide. Xavier Pomereau, qui est psychiatre à Bordeaux, disait même par rapport aux adolescents, pour ceux qui s'intéressent sur le risque suicidaire chez les adolescents, qu'au contraire, il fallait parler de la tentative de suicide de l'adolescent. Il fallait lui dire qu'il nous avait fait peur. Il fallait lui dire qu'il aurait pu mourir, que c'était dangereux ce qu'il a fait. Et ne surtout pas banaliser une tentative de suicide chez un adolescent. Au contraire, il faut plutôt l'interroger pour lui dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé avant sa tentative de suicide? Qu'est-ce qui s'est passé au moment où il a pris des médicaments? À qui il a pensé? Il faut aider l'adolescent à parler autour de son risque suicidaire. Voilà, ces tentatives de suicide, donc entre 200 et 300 000. Là encore, rien qui nous échappe, parce que vous avez des gens qui prennent des médicaments à leur domicile, puis qui se réveillent 48 heures après. C'est une tentative de suicide, mais ils n'ont vu personne dans les hôpitaux. Donc ça nous échappe dans le montage. Bien. Et comme souvent, dans les interventions comme ça, il y a souvent des patients qui reviennent, parce que c'est grâce aux patients et grâce à toutes ces histoires-là que je crois avoir un peu compris quelque chose sur le risque suicidaire. J'ai appris pas mal dans les livres, mais surtout appris beaucoup des personnes. Et ce patient-là, un risque suicidaire, pour essayer de vous donner un peu un témoignage, il s'appelle Christian. Christian, il a 32 ans, il vit en Bretagne chez sa mère. Et Christian, en Bretagne chez sa mère, tous les soirs, il s'ennuie un peu, il va sur Internet. Et Christian va finir, c'est plutôt quelqu'un d'assez timide, mais il va finir par faire une rencontre d'une jeune femme, là où j'habitais à Niort, et ils vont être en lien pendant 6 mois sur Internet. Il va venir habiter à Niort, et à Niort, il va venir vivre avec cette jeune femme. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, il trouve du travail dans une grande surface de vente d'immobilier. Christian nage dans le bonheur. Il a du travail, il a une copine, enfin il a quelqu'un qui l'aime, il est aimé par quelqu'un et il aime quelqu'un. Et là, Christian. Et puis les choses vont petit à petit, ça fait 2-3 mois qu'il est arrivé, il y a des difficultés avec cette dame avec une question, elle a un adolescent, les adolescents terroristes, qui a 17 ans, et qui est odieux avec Christian, qui est odieux dans le sens où il n'était pas mon père, mais avec des gros mots, ferme ta gueule, très véhément. Même s'il y a eu un risque à un moment que l'adolescent veuille taper Christian. L'ami de Christian lui explique que bon, elle doit choisir entre lui et son fils, et que son choix est fait, quoi. C'est son fils, elle est obligée de faire le choix de son fils. Christian va aller vivre quelque temps pour les jeunes travailleurs, et puis à son travail, ça se regarde. Christian, il bégaye, et donc il le surnomme là-bas à son boulot, parce qu'il bégaye. Donc on se moque de lui, mais il est habitué, et au boulot, ça se passe très très mal, il est victimisé. C'est-à-dire qu'on lui fait toujours des mauvais plans. Par exemple, ils s'en vont tous à un moment, et puis lui, il est tout seul, à être obligé d'aller chercher le mobilier que les clients attendent. Puis il y a 2, 3, 4, 5 clients qui attendent, et qui gueulent après Christian, qui dit « mais c'est quoi ce bazar ?» Et les autres se marrent, ils sont derrière, et puis ils se marrent, quoi. Le patron de Christian va lui dire « écoutez, on ne peut pas continuer comme ça, vous étiez à l'essai, on ne va pas prolonger votre contrat. »
Christian vient de perdre son ami, il vient de perdre son boulot. Christian dit qu'il est mal, il appelle sa mère, en demandant à sa mère, est-ce que tu peux me reprendre, parce que finalement ça ne va plus, j'ai pas de raison de rester là. Sa mère lui dit que non, en 6 mois les choses ont changé, et que depuis elle a trouvé un ami, elle, puis que c'est bon, à 32 ans, il se débrouille quoi, c'est bon, et ça va, tu vas pas rester toute ta vie chez moi. Christian sort tout seul, et d'un seul coup, il a, ce qu'il avait déjà eu parfois par le passé, des idées suicidaires. Il se dit, à quoi bon continuer? Christian va aller acheter 2 bouteilles de whisky, et son idée, c'est d'aller sur le petit endroit où ils allaient se promener dimanche. Il y avait comme un petit point d'eau, ils allaient se promener avec son ami, et il a l'idée de prendre sa voiture et d'aller se précipiter dans ce petit étang-là. Il achète sa bouteille de whisky. Au dernier moment, Christian se dit qu'il aimerait bien quand même dire au revoir à l'animateur du FJT, qui a été sympa avec lui, il l'a accueilli, il a été soutenant, aidant. Quand sa copine est partie, il était là, cet éducateur, animateur. Christian va stationner sa voiture devant le FJT et rester dormir dans sa voiture. Il a les 2 bouteilles de whisky dans le coffre, il est résolu, demain matin, il ira se précipiter, parce qu'à quoi bon? À quoi bon continuer à vivre sa vie? Et le matin, il va aller prendre un café avec l'animateur. Je ne comprends pas que... Qu'est-ce que tu... T'as dormi là? T'as dormi dans ta voiture? Et le fait de parler avec Christian pendant un moment, le fait de l'écouter, Christian va finir par dire son intention suicidaire à cet animateur-là. Et c'est sans doute parce que cet animateur-là est intervenu au dernier moment. Sans doute parce que quelque part dans la tête de Christian, il y avait quand même peut-être encore quelque chose qui était ambivalent, quelque chose qui le retenait encore un peu. L'intervention de cet animateur a permis à Christian de ne pas passer à l'acte. Je l'ai revu après, il est toujours sur Niort, il a retrouvé du travail, il n'a pas trouvé de copine. Mais quand même, ses idées suicidaires pour l'instant ont disparu. Cet exemple de Christian, c'est pour vous dire que parfois, l'intervention d'une personne à un dernier moment dans le risque suicidaire peut être de nature à le protéger. Je reçois un monsieur qui a failli faire une tentative de suicide, il passe par les urgences, et les urgences maintenant, parce que j'ai un moment pour le rencontrer, quand j'étais à l'hôpital de Niort, à un moment mon bureau était aux urgences. Donc oui, je rencontre ce monsieur, et ce monsieur m'explique qu'il finalement il ne s'est pas suicidé, il a préféré venir aux urgences grâce à son chat. C'est votre chat qui... Et là il m'explique qu'il avait mis une chaise, il était prêt à se prendre, et son chat, qui était pas plus câlin que ça, est venu s'agripper à lui. Et le fait de s'agripper à lui, de voir son cher ça l'a fait renoncer. Alors, ce monsieur, quand j'ai reçu, il est toujours en souffrance psychologique, il est toujours en difficulté. Cela dit, son geste suicidaire était différent. Ce qui nous importe dans l'intervention de crise suicidaire, ça va être notre capacité à intervenir parce que c'est là que nous pouvons agir. Et intervenir les soignants, mais les personnes d'un côté, la famille, les amis. Et très souvent, des gens, juste avant le passage à l'acte suicidaire, ils interpellent quelqu'un, en disant je te dis au revoir. Donc c'est leur moyen d'interpeller, parce que dans le passage à l'acte suicidaire, il y a une forme importante d'ambivalence. D'accord? Je poursuis. Là, je mettais que le déterminisme du suicide est complexe, parce qu'on a identifié maintenant les facteurs de risque, je vous ai parlé de personnes, la perte d'un emploi, des situations particulières. On sait, mais ces facteurs de risque-là, de nombreux travaux ont montré quand même que c'est difficile de les prévoir. C'est tous ces ajouts-là mis bout à bout, l'incapacité de la personne à faire face aux événements compliqués qu'elle est en train de vivre, qui font qu'à un moment, dans son choix, elle se dit « décidément, je n'y arriverai pas ». C'est pour ça que l'intervention des uns et des autres est fondamentale. C'est pour ça que dans ce contexte, l'attention vigilante des familles, des proches, l'anticipation des équipes soignantes est fondamentale. Je dis souvent aux équipes, aux infirmiers avec lesquels je travaille, soyez attentifs au changement brutal de comportement d'un des patients. Il y a un comportement, habituellement, d'un seul coup, ça change de tout au tout. Il me revient encore d'une famille qui me dit, écoutez, ça faisait 3 ans qu'il allait mal. Mais mal. On a l'impression qu'il ne s'en sortirait pas. On l'a vu dimanche, et il était bien dimanche. Dimanche, il a participé au repas, il avait des projets pour l'été prochain, il avait des choses. Il se passe là quelque chose de complexe, qu'on appelle un mieux-être paradoxal. C'est que finalement, la personne est maintenant résolue dans son idée suicidaire, et elle a déjà planifié un scénario suicidaire. C'est ça qui est complexe.
Parce que vous n'allez pas hospitaliser tous les gens qui vont mieux quand ils ont déprimé depuis 3 ans quand même. Mais quand vous voyez qu'il y a un mieux-être, sans que vous en trouviez explication, mais si la personne, elle a retrouvé un compagnon, elle a retrouvé un travail, elle a retrouvé une activité professionnelle, des amis, là vous avez un mieux-être qui est légitime et qui est compréhensible. S'il n'y a pas d'explication à ce mieux-être, il faut être attentif, notamment chez des jeunes adultes, à ce risque de passage à l'acte. Mais vous voyez comme c'est désarçonnant pour les familles, c'est terrible. Donc je dis toujours, on est attentif, on écoute ce que nous disent les gens. Dès que les gens nous disent « je vais mal, j'ai des idées noires », on doit absolument, nous les infirmiers, la famille, les soignants, les aidants, les aider à nous dire « qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est encore plus compliqué aujourd'hui que ce ne l'était hier ?» Ça va? Alors figurez-vous, voilà. Ben, pourquoi l'homme se suicide? Parce que même si on n'est pas tous d'accord, on en discutera tout à l'heure, nous sommes le seul animal à nous suicider. Nous sommes les seuls suicides. Vous allez me dire non, parce que ma grand-mère, quand elle est décédée, son chien s'est laissé mourir. Bon, d'accord. Mais ce chien-là, on l'a sans doute humanisé, on l'a rendu dépendant de nous. Sinon, il n'y a pas d'autres animaux qui se suicident. On sait qu'il y a des animaux qui ont une conscientisation de la mort. On sait que les éléphants sont surpris par l'idée de la mort. On sait qu'ils vont rester assez longtemps avec un congénère qui est mort. On sait que quand ils reviendront 2 années après sur le même parcours, ils s'interrogeront toujours. C'est ça ce que les gens appellent le cimetière des éléphants, qui n'est pas un vrai cimetière. C'est parce que c'est le lieu où souvent la plupart des éléphants meurent à cause d'une chaleur extrême. Il n'y a pas d'autres animaux donc, qui actent et qui mettent en acte leur propre mort. Pourquoi nous? Ben, je vous mets ça, mais comme on pourra apporter la discussion, c'est la juste récompense que nous soyons des êtres pensants. Je sais que je suis. D'ailleurs, je ne l'aimais pas, en fait, je n'ai pas demandé à venir. Je n'ai pas demandé à être. Je n'ai pas demandé à être, mais je sais que je suis. Et par contre, ce que je sais, c'est que je ne serai plus. Je vous ai perdu. Je sais que je suis. Et je sais que je ne serai plus. Il y a un moment, on ne sera plus. Comment? Oui, il y a un moment, on ne sera plus. Voilà. Ça veut dire que cette conscientisation de notre vie, et surtout l'idée que nous avons de notre finitude, ça veut dire que nous allons mourir un jour, peut entraîner chez nous de l'angoisse. Si tout se passe bien, si je suis heureux, que je suis épanoui dans mon travail, j'ai des amis, j'ai des activités, j'ai des passions, il n'y a pas de raison que ça m'angoisse énormément. Mais si ça galère au travail, si ça galère dans ma vie personnelle, si ça galère dans mes relations avec les autres, évidemment, parfois, la question des pensées suicidaires va venir. C'est pour ça que le texte c'est « je pense, donc je m'angoisse, parce que je sais que je ne serai plus ». À quoi bon continuer à supporter quelque chose qui devient insupportable, puisque de toute façon, je sais que je ne serai plus. Parce que le hérisson qui traverse la route, qui se fait ramasser par une voiture, n'est pas suicidaire du tout. Non. Lui, il n'a pas compris qu'il faut regarder à gauche et à droite avant de traverser, comme nous l'a appris. Mais ce qui est un peu tragique parfois, c'est que la femelle du hérisson, qui assiste en direct quand même à ce massacre-là, elle ne va pas faire d'angoisse pendant des années et des années. On ne va pas être obligé de la prendre en charge dans le cadre d'une cellule d'urgence médico-psychologique. Elle va dire, tiens, il est parti, elle va retrouver un autre hérisson, si vous voulez, on ne va pas s'embêter tout le temps. C'est pour dire que le hérisson ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qu'il ne sera plus. Donc il ne s'angoisse pas comme nous. Donc, toute notre... Oui. On a vu un renardeau Oui. sur une route Oui. passer énormément de temps Oui. autour de son frère Oui. qui était mort par accident. D'accord. Je pense qu'il y a, comme on sait par exemple que chez les grands singes, il y a aussi une idée de la mort. On sait que par exemple, vous voyez une maman chimpanzé, elle va garder son bébé mort pendant 3-4 jours avec elle. C'est les autres qui vont peut-être plus lui dire. On sait qu'ils vont prendre des fougères pour mettre dessus le corps. On sait qu'ils ont une idée de la mort, mais on n'est pas sûr qu'ils sachent qu'eux-mêmes vont mourir. C'est ça qui est une différence. Et c'est pour ça qu'il y a... Mais, pas oublié. Écoutez. Écoutez. Donc c'est sans doute ça qui différencie. Mais oui, ils ont une idée de la mort, puisqu'ils restent avec leurs congénères après un décès, un peu comme les éléphants. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'ils savent qu'ils ne seront plus.
C'est ça qui doit nous différencier. Et donc, toute notre vie, il va falloir faire un exercice d'équilibriste. Entre les pensées, entre le je vais mal, je vais essayer de trouver quelque chose pour aller mieux, et puis on est quand même tous plus ou moins bien outillés. Il faut reconnaître que quand même si on est tous égaux, eh ben on n'a pas eu tous les mêmes parents. Et puis on n'a pas eu tous la même chance. Et puis vous avez des parents qui ont été attentifs, écoutants, vigilants. Puis vous avez des parents qui l'ont été moins. Puis des parents qui l'ont été trop. Beaucoup trop. J'ai rencontré des jeunes adolescents, ce dont ils souffraient, c'est qu'ils étaient incapables de gérer une situation conflictuelle, une situation nouvelle, ils apprendaient tout. Ça a été bien pendant 17 ans, parce que pendant 17 ans, on s'occupe d'eux, on les accompagne, on les protège. Puis un jour, la vie, il faut bien qu'on se débrouille. Et puis on prend des croche-pattes dans la vie parfois. Et devant ces croche-pattes-là, c'était des adolescents qui étaient incompétents à faire face aux situations stressantes. Ça veut dire que c'est tout le complexe de l'éducation, et donc il faut inviter les parents. Alors, il faut faire quelques croche-pattes à vos enfants, mais pas trop, si vous voulez. Et puis, ne leur faites pas de mal quand ils tombent, quand même. Hein. Donc, c'est tout l'enjeu parental, c'est comment je vais dire à mon fils ou à ma fille, écoute, débrouille-toi de cette situation-là. Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire pour que cette situation-là s'améliore? Si nous réglons tous les problèmes, mais en plus que ça, nous anticipons les problèmes. Ils n'ont pas encore de problème qu'on anticipe pour éviter. On est parfois dans un risque de surprotection. Ce risque de surprotection, à un moment ou à un autre, dans la vie, il y aura de la séparation, il y aura de la rupture, il y aura de la violence. Eh bien, il faut que nous soyons outillés pour y faire face. Mais comme je vous dis, on a, nous, pareil, plus ou moins été bien outillés par nos parents. Et on a parfois nous-mêmes du mal à faire face aux situations. Donc ça veut dire que tout l'enjeu de protection des enfants, ben c'est un peu comme l'apprentissage du vélo, si vous voulez. L'apprentissage du vélo, vous avez donc le père ou la mère, vous êtes derrière, vous savez qu'il va se casser les bouts, c'est sûr, c'est gagné. Parce qu'il faut tomber un moment avec le vélo. Mais vous pouvez garder courir avec lui pendant 3 km, comme ça il ne tombera pas, mais il ne saura jamais faire de vélo tout seul. Par contre, vous avez des parents qui ne sont pas marrants. Là. Ils prennent le vélo, attends, je vais lui montrer quand il va se casser la gueule, ça va lui vite régler, paf, on le laisse tomber, alors que l'autre ça fait pas mal, il peut pas monter maintenant. Ça, c'est pas très protecteur. Ce qui est protecteur, c'est de leur mettre des coups de bière, de leur mettre un casque, c'est ça être parent. Mais l'autonomie, c'est capable de partir. Et l'apprentissage du vélo, c'est ça. Ça donne la possibilité de partir tout seul et de s'en aller. Et puis d'être comme ça, autonome. Mais parfois, les parents, on a peur. Et pourtant, c'est ça, comme ça qu'il faut que les outils. Allez, c'est ce que je vous ai. Alors là, c'est notre anonyme réveilleur de conscience senior. C'est un acrobate parce qu'il fout la tête à l'envers quand même pour écrire. Donc c'est quand même pas mal. Et donc voilà, parfois le temps, les événements de vie, les ruptures, les séparations, c'est ce que je vous disais, on est tous confrontés, on est tous plus ou moins bien outillés, on en subit parfois de manière très violente, hein, parfois les séparations très violentes, font que parfois les gens se disent à quoi bon continuer. Je vais tout à l'heure, il existe une ambivalence dans le déclenchement suicidaire. Les gens ne passent pas d'un état, les gens ont des pensées suicidaires. Elles reviennent. Elles viennent souvent. Moi, je pose la question aux gens, est-ce que c'est tous les jours? Oui, c'est tous les jours. Est-ce que quand c'est plusieurs fois par jour? Oui. Mais monsieur, non seulement ça, mais je ne pense qu'à ça. Je me réveille la nuit avec une pensée suicidaire. Je voudrais dormir pour ne pas avoir les pensées. Quand ces pensées suicidaires deviennent envahissantes, elles deviennent très prégnantes, la personne est envahie par ces idées-là, il arrive que parfois, elles imaginent un scénario suicidaire. Comment je vais faire? Il faut que nous, soignants, on aille poser cette question. Parce que protéger la personne, c'est essayer de comprendre là où on est de ses idées suicidaires. Et éviter, si vous voulez, de oh, ben, faut pas penser à ça, ça va s'arranger. On est bien d'accord que c'est typiquement la réponse qui n'est pas soignante. Ça. Non, la personne, elle pense que ça ne va pas s'arranger. Elle est convaincue que ça ne s'arrangera pas. Pire, elle pense peut-être que même en parler à un soignant, ça ne va rien changer. En parler à sa famille, ça ne va rien changer. Donc c'est là que parfois, quand ces pensées suicidaires, elles sont récurrentes, qu'il y a l'élaboration d'un scénario suicidaire. Et que là, la personne est en danger. C'est pour ça que nous avons besoin de suricateurs. Qu'est-ce que c'est que ça, les suricateurs? C'est une attention vigilante qu'il faudrait que nous soyons tous atteints de suricatose. La suricatose, c'est l'attention vigilante aux autres. Et c'est pour ça qu'on a besoin que l'ensemble des professionnels, la famille, les proches, soient dans cette attention vigilante comme le sont les suricateurs. Alors intervenir en prévention suicide, c'est écouter et parler.
Parfois, les personnes sont tellement épuisées, tellement fatiguées qu'ils n'ont plus envie de vivre. Et puis, ils ont déjà raconté tellement de fois la situation. Ça veut dire que parfois, les soignants, ou vos proches, si vous l'êtes aidant, il faut parler pour les personnes. Vous avez des personnes qui peuvent se présenter en risque suicidaire, qui pleurent seulement, qui vous disent rien. Alors, il faut parler pour eux. Là, l'intervention, elle doit être active du côté du soignant, en prévention suicidaire. C'est-à-dire que si vous attendez que les personnes parlent, alors qu'elles sont ravagées, elles sont envahies par les idées suicidaires, il faut que vous parliez. Donc, c'est... je vois, madame, je vois monsieur, que les pleurs que vous avez montrent que vous êtes en situation de grande souffrance. Peut-être que vous avez du mal à expliquer ce que vous vivez en ce moment. Il faut parler. Il faut que nous parlions pour aider la personne à parler. Il faut évaluer le risque, l'urgence, la dangerosité. Ça veut dire qu'il faut regarder ce que je vous disais un peu rapidement tout à l'heure. Où elle en est de ses pensées suicidaires. Dans quelle urgence elle est. Est-ce qu'elle a un scénario suicidaire? Est-ce que ce scénario suicidaire est tout de suite saisissable? C'est pour ça que parfois, quand on s'aperçoit que les gens ont des suicidaires récurrentes, on va leur proposer, le médecin va leur proposer que nous retirions de leur chambre tous les objets dangereux. Ça peut aller jusqu'au lacet, ça peut aller jusqu'à tous les éléments susceptibles d'être utilisés. Et on dit à la personne, non, pour vous protéger, on a besoin pendant 48 heures qu'on surveille votre chambre. On reverra demain. Mais parce que les gens sont tellement épuisés, ils sont tellement convaincus que les choses ne vont pas s'améliorer, qu'ils sont en risque d'utiliser tous les moyens à disposition. Et parfois, et là c'est extrêmement violent pour les soignants, hein, malgré tout ce qu'on met en place, eh ben, on n'a pas vu, on n'a pas su voir, on n'a pas pu voir, ou la personne a mis beaucoup d'énergie à ce qu'on ne voit pas. Et après, il ne reste plus ce qu'on appelle la postvention, c'est-à-dire il y a la prévention qui est avant, et la postvention c'est l'accompagnement des personnes autour de la personne décédée par suicide. Vous avez 6 personnes impactées pour un décès par suicide. Donc si vous voyez, quand je vous parlais des 8 à 10 000, c'est-à-dire qu'il y a 60 000 personnes en France qui sont impactées par un décès par suicide. Et le décès par suicide d'un parent, hein, pour un adolescent, le décès par suicide d'un compagnon, tout ça est à risque. C'est-à-dire que ce sont des éléments que nous, on prend en compte dans le risque. Parce que les personnes qui ont eu à vivre un suicide sont plus à risque suicidaire que les personnes qui n'ont pas eu envie. Poser la question des suicidaires, c'est ce que je vous disais. Et puis, alors c'est un peu le boulot de soignant. Il faut vraiment être convaincu quand vous faites ce métier-là, que vous avez le sentiment qu'avec un soutien, un accompagnement et de l'aide, les choses vont pouvoir s'arranger. Donc il faut le faire passer à la personne, ça. Il faut pouvoir dire à la personne, je vois, là, dans le sentiment que vous êtes, dans la fatigue que vous êtes fatigué. Vous ne pouvez plus y penser. Donc vous pensez que les choses ne s'arrangeront pas. Mais nous soignants, médecins, infirmiers, cadres, on pense que malgré tout, malgré la difficulté, malgré la complexité de la situation dans laquelle vous vous débattez, que peut-être les choses peuvent s'améliorer. Mais il faut que vous en soyez vraiment convaincus en fait, pour être sûr. Et puis orienter, là je pense pour vous, hein, pour les amis, la famille, par partir du moment, c'est dur hein, d'avoir quelqu'un avec des excuses récurrentes, un conjoint, c'est épuisant, c'est vraiment épuisant. Donc ça veut dire qu'il faut être soutenu, il faut soi-même se faire accompagner, il faut dire à la personne, écoute, moi je peux encore t'aider, mais maintenant il faut que tu ailles rencontrer quelqu'un. Rencontrer quelqu'un, vous avez bien compris que c'est souvent un psy. Mais il y a d'autres techniques de soins. Il y a des gens qui, par la relaxation, qui par d'autres tatouages, qui par d'autres types d'aide, préviennent le risque de passage à l'acte suicide. Eh bien, écoutez, comme disait notre unanime Seigneur de notre raisonneur de confiance, le ciel et la terre sont en nous, donc on a besoin de tous pour devenir des suricateurs avertis. Merci de votre écoute. À vous. Ça a été, c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses sur lesquelles vous voulez discuter? Je vous en prie. Quand il n'y a aucun signe, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ça veut dire que quand vous me dites ça, vous avez vu qu'il y avait des signes. C'est parce que si vous ne mettez aucun signe, c'est qu'il y a quand même des alertes. Alors, vous avez certaines personnes, je vais tout à l'heure, qui, effectivement, c'est extrêmement difficile à repérer, parce que la personne ne parle pas. Mais, vous voyez, ça peut être un signe d'inquiétude. Vous savez qu'il ne va pas bien, il ne parle pas. Moi, j'appelle ça un signe. Pour moi, c'est un signe d'alerte. Quand on en est... donc là, j'étais adolescente, donc un parent, on ne peut pas...
Ils n'ont pas pu repérer. Est-ce que par contre, il y avait... Elle m'aurait dit, en ce moment, elle va pas très bien quand même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, il y avait quelqu'un qui savait. C'est pour ça que je disais qu'on a besoin de tout le monde. Parfois, les gens n'ont pas repéré dans la famille. Parfois, c'est le médecin généraliste qui, lui, a repéré quelque chose. Les réseaux sociaux, dont on crie beaucoup, plein d'adolescents, finalement, pour beaucoup d'entre eux, ça participe à la prévention du suicide. Il y en a d'autres que ça précipite dans le passage à l'acte, parce qu'ils sont victimisés sur les réseaux sociaux. Et puis, vous avez d'autres adolescents qui, avant le passage à l'acte, disent bon, je ne serai pas au collège demain, tu diras au revoir à tout le monde. Mais ça, tous les jours. Ça veut dire que les parents sont cons de rien, parce que dans la famille, ça ne parle pas beaucoup. On ne fait pas attention. C'est pas la culture de parler. Et puis bon, c'est un bon, tu débrouilles, t'es un gars, c'est bon. Mais l'adolescent, il a trouvé d'autres moyens. L'autre moyen, ça peut être ses pairs. Ses pairs, c'est-à-dire les adolescents qu'il fréquente. Donc, sur les réseaux sociaux, on voit ça. Donc, ça veut dire que on n'a pas tous les signes d'alerte, mais si on est tous ensemble, on s'apercevra qu'on trouvera sans doute des signes d'alerte chez les personnes. Et donc ça, c'est finalement qui est le mieux placé. Qui est le mieux placé pour lui dire, tu sais, moi j'ai bien le sentiment que ça ne va pas bien en ce moment, que tu n'arrives pas à dire les choses, j'ai l'impression que tu souffres douloureusement, et je suis inquiet pour toi. Est-ce que j'ai raison ou pas de m'inquiéter pour toi? Et un adolescent, il faut dire les mots comme ça. Mais chez l'adolescent, vous avez plein d'autres signes d'alerte. C'est-à-dire que même si ce n'est pas dans les mots, vous avez, si l'adolescent se renferme, si, je ne sais pas, s'il y a une rupture scolaire, s'il y a une baisse du rendement scolaire, vous avez tout un tas de signes de repérage chez l'adolescent, qui sont assez bien listés, qui peuvent être des signes d'alerte de souffrance. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois ils sont en risque de passage à l'acte suicidaire, mais ce sont des signes que maintenant l'éducation nationale a bien repérés, hein, les infirmières de santé scolaire, ils connaissent bien tous ces signes-là, qui sont... Et l'adolescent, en règle générale, lui, par rapport à l'adulte, il nous alerte. Mais faites attention à l'adolescent violent, dans le contexte scolaire, on a tous envie de s'en débarrasser au niveau de l'éducation scolaire, mais c'est peut-être le signe d'une adolescence en souffrance. Et que là encore, qui y va? En général, il faut le CPE. Il y va, lui, il va lui parler, mais il va lui dire, bon, allez, au-delà de la sanction qui est posée, n'en discutons pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ta vie? C'est compliqué chez toi? Enfin, aller poser des questions simples à un adolescent, parce que vous avez des adolescents qui sont avec des traits d'impulsivité, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui parfois, quand tout va mal, passent à l'acte. Je crois qu'il y a toujours des signes. Le problème, c'est qu'il faut qu'on soit plusieurs à pouvoir les regarder. Une autre remarque ou une autre question? Oui? Et quand on a repéré les signes, vers quelle structure on peut réorienter une personne qui a des tendances suicidaires? S'il y a un risque de passage à l'acte imminent, oui. Ça c'est urgence, hospitalisation. Vraiment, on ne discute pas, on ne négocie pas. C'est-à-dire que s'il y a un risque imminent de passage à l'acte, vous sentez que la personne, ça va être dans la soirée ou dans la nuit, c'est hospitalisation. Quitte à l'hospitaliser contre sa volonté. Moi, j'ai travaillé en psychiatrie longtemps, j'ai pas de scrupule, il faut dire après aux gens, et dire à la famille, d'expliquer au conjoint, je n'avais pas de moyen de te protéger. Je ne savais pas comment faire. Je ne savais plus quoi faire pour toi. Moi, ce que je veux, c'est te garder. Donc, je t'ai fait hospitaliser contre ta volonté. Je sais que ça a été violent, que ça a été difficile. Mais moi, j'ai envie de te garder. J'ai envie que tu restes là. J'ai envie que tu restes avec moi. Après, selon le degré, est-ce que la personne est d'accord pour se faire accompagner? Si elle est d'accord pour se faire... Au-dessus, tu pourrais aller voir un psy, machin, blablabla, merci, ça ne sert à rien. Bon, alors là, il faut essayer de trouver quelqu'un d'autre. Mais au-delà du psy, vous avez un infirmier psy dans un CMP, des centres médico-psychologiques, qui, eux, accueillent sans rendez-vous. Donc ça, c'est une ressource possible pour vous. Non? Non, c'est difficile. En fait, comment comprendre quand un adolescent ou un jeune adulte, est-ce que c'est un appel au secours? À quel moment on voit qu'il y a une différence entre les appels au secours? Le niveau de gravité. Et puis... le niveau de gravité. Ouais, voilà. La répétition des comportements à risque est un motif d'inquiétude. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs critères dans ce que je vous nommais. Hein. Le repli sur soi, la violence, les troubles des conduites alimentaires, tout ça sont des signes d'alerte. Donc là, il faut trouver l'interlocuteur. C'est ça qui est compliqué avec l'adolescent, c'est quelqu'un qui aura confiance. Le meilleur psychiatre pour adolescent, si sa tronche ne reviendra pas à l'adolescent, il n'y retournera pas. Par contre, vous avez des adolescents qui vont parler avec des CPE, qui vont parler avec une infirmière de santé scolaire. C'est elle qui devient la meilleure thérapeute. Après, il faut soutenir l'infirmière et ou le CPE pour l'accompagner dans ce soutien-là.
Mais en gros, le C'est la meilleur... relation de confiance en fait qui s'établit avec, C'est ça. la C'est ça. personne. Et bien, pour les parents, voilà, les signes de repérage, c'est quand vous avez plusieurs signes comme ça qui se succèdent, et puis avec une répétition de ce comportement. Là, il faut trouver avec lui, dire, ben non, pareil, moi je suis fatigué, j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui me soutienne. Voilà, écoute, ce que je veux un exemple, quand les gens me disent, bon, bah, Thierry, toi qui connais Agnon, tu connais les psychologues, bon, quelle est la meilleure psychologue? Ma réponse à chaque fois, c'est, ben, j'en connais 5, et je donnais 5 noms. Dans les 5, quelle est, toi, tu irais voir laquelle, quelle est celui ou celle que tu préfères? Ben, je dis les 5. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui est important, c'est quand vous venez parler de vous, de votre souffrance, de vos difficultés, il faut que vous sentiez la personne. C'est ce qu'on appelle cette relation, ce que Madame disait, la relation de confiance, effectivement. C'est-à-dire que je sens qu'avec cette personne-là, je pourrais lui dire des choses de moi qui seraient de nature à apaiser ma souffrance. Mais ça, eh bien, ça va être différent de vous à moi. Alors, je donnais quand même les 5 avec qui j'avais l'habitude de travailler. Mais dans les 5, c'était très variable. Et je savais qu'ils avaient des compétences différentes, mais ce que je souhaitais plutôt, c'était cette capacité à entrer en relation avec un adolescent. Et cette capacité, ce qu'on appelle l'art de la rencontre. C'est que finalement, c'est avec cette personne-là, ben oui, j'ai confiance en lui. J'ai l'impression qu'il m'écoute. J'ai l'impression d'avancer. Donc, il faut rechercher avec un adolescent, un jeune adulte, la personne positive. Mais comme je disais là, parfois il y a d'autres techniques, ça peut être sur d'autres types de soins thérapeutiques qui peuvent aider. L'objectif, c'est la diminution de la souffrance. C'est ça. Moins la personne souffre, moins il y aura de risques de passage à la suicidaire. Le fait de verbaliser, est-ce que c'est le fait de verbaliser Oui. Voilà, la parole des adolescents, ça prévient en fait le suicide. Oui. Parler de ma souffrance ne la règle pas, mais apaise le niveau d'angoisse. C'est ça. Et on n'a pas trouvé une meilleure méthode que de parler. Et parfois, il faut, avec l'adolescent, surtout lui dire ce qu'on a compris. C'est que peut-être les enjeux avant, où moi j'étais pas trop en accord avec certains soutiens, c'est-à-dire écouter un adolescent et pas lui redonner après ce que vous avez cru avoir compris, mais que sous forme d'hypothèse. Écoute, moi voilà, j'ai l'impression que tu me parles beaucoup des difficultés que tu as avec ta mère, mais pas que. Il y a aussi des difficultés que tu as avec ton père. Moi j'ai cru remarquer ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et là vous allez voir comment il réagit. Mais surtout, il faut donner à l'adolescence une traduction hypothétique, mais de ce que vous croyez avoir compris de sa souffrance. Sinon, vous faites un livre. Pour sauver les adolescents, vous écrivez un bon bouquin, c'est parfait. Mais là, vous ne fouillez pas un coup de main. Donc, je pense que dans toutes les situations, à fortiori chez les adolescents, il faut parler et lui donner l'espace de cette parole-là, parce que la parole est apaisante. Si vous dites, c'est pas, je lui ai raconté ça, puis alors, ça change quoi ça? Tu crois que j'irai mieux après quand j'aurai expliqué les problèmes que j'ai? Eh bien, on peut lui dire, non, tu n'iras sans pas mieux, mais peut-être qu'il va pouvoir t'aider à rechercher avec toi les compétences de faire face à cette situation-là si de nouvelles se produisaient. Alors, s'il s'agit de problèmes qui sont consécutifs à des agressions et que les agresseurs continuent à l'environnement de la personne, de l'ado, d'adulte, d'enfant, de personnes âgées, qu'est-ce qu'on peut trouver comme réponse à ça? Parce que... Il faut essayer d'exclure l'adolescent ou l'adulte de ce système-là, martyrisant, parce que c'est vrai qu'à répétition, je ne sais pas, un adolescent qui est victimisé et qui a permanence... Ce qui a changé un peu, c'est que vous aviez la paix à 17h, à mon âge, quand on était au collège. C'était dur la journée, mais c'est long, on foutait la paix. Tandis que là, on peut continuer à vous harceler à 21h, 22h, 23h, minuit, quoi. Donc c'est ça qui est devenu violent. Donc ça veut dire qu'il faut protéger l'adolescent et parfois l'exclure de ce milieu-là, en recherchant quand même qu'est-ce qui se passe et comment ça s'est passé, ces victimisations-là. Pourquoi il en est rendu là. Il faut l'aider à comprendre ça. Pour que si ça repasse de la même manière dans notre établissement scolaire, qu'il soit outillé pour faire face. Dans sa manière d'interpeller, dans sa manière de dire. C'est ça après l'enjeu. C'est pas le tout de le ressortir du milieu qui est compliqué, on change d'établissement scolaire. Il faut lui donner les compétences. Les compétences à faire face. Oui. Plus précisément, quand il s'agit de problématiques, elles sont très nombreuses, elles sont même innombrables, de problématiques au sein même de la famille, au sein du voisinage proche, avec des intrications, des enjeux divers et variés d'insertion sociale, etc. Et que les agresseurs sont dans l'entourage extrêmement proche de la personne.
c'est compliqué parce que c'est une situation singulière que vous connaissez, donc c'est difficile, il faut à chaque fois rechercher, mais on a beaucoup d'outils maintenant, ce que vous évoquiez sur... Alors après, au bout d'un moment, il y a une solution aussi, c'est porter plainte, quoi. Il faut aussi que l'adolescent se sente protégé, c'est-à-dire qu'il y a quand même une loi qui doit pouvoir protéger les personnes. Et après, dans le soutien, je parle, le soutien, l'accompagnement psychologique, il faut rechercher. Vous avez par exemple, vous parlez d'enjeux familiaux, vous avez des soignants qui sont formés à la compréhension familiale de la situation, qu'on appelle des thérapeutes familiaux. C'est aussi une autre technique de soins qui est différente, mais là qui permet à la famille ensemble de voir où c'est que ça dysfonctionne. Donc ce qui compte, c'est, alors, il faut valider pour l'adolescent les violences qu'il subit, qu'elles soient morales ou qu'elles soient physiques, il faut valider ça. C'est-à-dire valider, il n'y a qu'un moyen de valider, c'est une main courante, c'est porter plainte. Il faut que l'adolescent comprenne ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas d'un no man's land où il risque d'être victime en permanence sans être protégé. Il faut valider ça, et après il faut rechercher les soutiens les plus adaptés en fonction de la situation. Mais après, il faut que je connaisse bien la situation pour... Oui, Anna. Elle a levé la main avant moi. Ah pardon, je n'ai pas vu. Je vais être un peu provocatrice en fait, mais c'est pas grave. Que penser de l'accompagnement du suicide en fait? C'est-à-dire que pour des personnes qui sont en fin de vie par exemple, qui ont fait le choix de vouloir mourir d'eux-mêmes en fait, comment en tant que famille on peut accompagner ça? Alors, vous appelez ce qu'on appelle le suicide ST, puis en plus vous êtes dans l'actualité, puisqu'on est en train d'en parler. C'est un sujet extrêmement compliqué, parce que si vous voulez, moi j'ai rencontré tellement de personnes qui, à un moment de leur vie, si elles avaient pu, elles auraient sollicité une assistance au suicide. Et que ces personnes, je les rencontre maintenant, elles vont bien. C'est ça le problème. Quelqu'un qui est extrêmement déprimé, qui est mélancolique, si vous lui accédez à sa demande, eh bien, le risque que vous avez, c'est que ces gens décèdent par suicide accompagné, soutenu, mais dans la réalité, les choses auraient pu s'améliorer. Donc moi, je suppose qu'il y a quand même un message d'espoir. Mais ce n'est pas la même chose que les personnes en situation de fin de vie. Moi, je parle des gens avec des pensées suicidaires. Pour cela, je crois que le minimum que j'espère qui sera proposé, c'est qu'il faudra qu'il y ait un entretien avec un psychiatre dans ces situations-là. Parce que j'ai vu des gens totalement désespérés, vous en avez sans doute vu autour de vous, et ces gens, ben, les choses se sont améliorées. Mais pourtant, à ce moment-là, parce qu'ils souffraient tellement, il y avait tellement d'éléments qu'ils auraient sollicité un suicide assisté. Et quand on est proche de personnes qui sont en grande souffrance, même si elles ne sont pas en fin de vie, en fait, il y a un moment où on peut se dire, mais en fait, oui, effectivement, ça serait une délivrance pour toi, en fait. Alors, se le dire inconsciemment, pas le dire à la personne, parce que là, c'est mort, ce qu'elle veut dire. Mais du coup, enfin, éthiquement, je ne sais pas comment expliquer, en fait, il y a quelque chose de difficile, en fait, à accompagner là-dedans aussi. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des fois où on se dit, ben oui, je comprends en fait. Je comprends que tu as envie d'en finir en fait. Parce que ta vie, elle n'est pas simple. Oui. Mais je pense qu'on peut dire ça. Je comprends que tu as envie d'en finir. Ça, je pense que je dirais ça. Par contre, je ne l'accompagnerai pas là-dedans. Je dirais que moi, mon métier, c'est un métier de soignant. Et que je garde toujours en moi l'idée, malgré le tableau que vous me présentez, malgré toutes les difficultés dans lesquelles vous débattez, je continue à penser quand même que non, ça va sans doute pas tous s'améliorer, mais vous allez peut-être pouvoir, vous, les vivre différemment. Donc en ce sens-là, je ne participerai pas à quoi que ce soit autour de votre accompagnement dans un décès par suicide. Mais je parle de gens un peu suicidaires. Et je vous assure que sur les cliniques, j'ai vu des gens arriver totalement désespérés. Et je les ai vus ressortir avec l'accompagnement d'un médecin et de l'équipe 2 mois après, mais complètement changés. Mais complètement changés. Vraiment changé. Leurs problèmes ne sont pas résolus, il y a plein de choses. Mais ils ont trouvé quelques outils. Ils se disent peut-être avec ça, un bout de ça, un bout de traitement, un bout de ça, un accompagnement comme ça, ça va peut-être le faire. Mais vraiment, je le dis vraiment sans... Mais j'ai constaté. Alors oui, moi je suis infirmière libérale, donc en plus c'est vraiment... voilà. Je dirais par rapport au désamorçage en fait, du fait de vouloir se suicider. Moi j'ai une population très très âgée. Oui. Je vais vous dire très honnêtement, sur Royan, nous n'avons aucun étayage, aucun, mais vraiment aucun. Ne me dites pas, il y a ça, c'est pas possible. Vous n'avez pas sollicité de partenaire. On a des rendez-vous à 6 mois, 7 mois, donc c'est pas possible. J'ai une dame qui avait stocké 25 boîtes de Lexomil, et j'ai eu le souvenir, j'ai fait mes études à New York, et j'ai eu le souvenir d'un psychiatre avec qui j'avais fait un entretien une fois, qui avait désamorcé en fait un peu le truc, en disant aux patients, mais elle était comment la lame de couteau que vous avez utilisée pour vous tailler les...
je me suis dit, ça, et puis j'ai dit à ma patiente, ça fait peut-être un peu trop tout ça pour... bref, on n'a eu aucun... J'ai essayé de solliciter plein de gens en fait. Le médecin traitant, Espace, enfin bon voilà, bref. C'est, tout le réseau. Mais au final, on se retrouve en fait, nous soignant tout seuls par rapport à ça. Bon, après, moi, je pense que j'ai, voilà, maintenant j'ai quand même une psychologie assez blindée, voilà, je suis assez forte, hein. Forcément, ça rebondit toujours. Hein. Mais je me demande comment, à un moment donné, je peux accompagner moi, ma patiente, sans lui prendre en fait cette liberté qu'elle pourrait avoir à un moment donné de s'en aller, puisque nous, notre réflexe, ça a été de lui piquer tous ses médicaments. On n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix parce qu'il y a eu des paroles, il y a eu des gestes, des actes qui nous ont fait penser que... Mais oui, c'est ça qui a... Oui, quand je vous parle d'ambivalence, c'est qu'elle avait le choix, cette patiente-là, Oui. de planquer ses médicaments et de rien vous dire. Or, elle vous laisse percevoir quand même suffisamment d'inquiétude pour que vous interveniez et que vous preniez les médicaments. C'est ce qu'on appelle l'intervention de crise suicidaire. Ça veut dire qu'il y a sans doute, il y avait chez cette dame quelque chose qui n'était pas encore tout à fait résolu, cette part d'ambivalence qui vous a permis d'intervenir. Donc là, vous avez fait un bon rôle de surrécateur, vous avez fait de l'intervention de crise en prenant les médicaments, mais comme moi, il m'arrivait de dire à des personnes, à rappeler des gens, et puis dire, écoutez, tant que votre épouse ne sera pas venue, et tant que vous n'aurez pas redonné les balles de ce fusil, vous resterez avec moi. Vous resterez avec moi. Il faut absolument que vous disiez où se trouvent ces balles-là. C'est l'intervention de crise, on appelle ça. Alors, par contre, ce qui est compliqué, c'est votre exercice en première ligne, et qu'effectivement, si vous ne trouvez pas de soutien auprès des autres partenaires pour vous relayer, parce que là, vous êtes totalement concerné, et voilà, c'est dommage que vous ne puissiez pas trouver de partenaires pour vous aider. Après, on gère le truc, parce Ben, qu'on a bien. l'habitude, et que voilà. Oui. Après, ce qui est le plus dangereux pour nous, c'est les gens qui passent à l'acte. On en a. Moi, j'ai déjà trouvé 2 patients morts. Hein, je peux te le dire, voilà. Et on n'a pas su, on n'a pas pu, on n'a pas entendu, et puis on a la tête dans le guidon, on est comme tout le monde, je veux dire. Et on n'est pas forcément responsable, quoi. Non. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui tentent aussi de faire des choses pour nous alerter. Oui. Mais je disais aussi tout à l'heure que les gens sont parfois tellement résolus, tellement convaincus que ça ne leur pas, qu'ils ne nous laissent aucune chance d'intervenir. C'est-à-dire que là, ce qu'on essaie avec les soignants, moi, on a obligation de mettre en place un pacte de protection, d'intervention, si on a connaissance. Après, les gens sont parfois tellement résolus qu'on n'a rien pu faire. Ce qui nous compte après, c'est de regarder. Est-ce qu'on a été attentif à tous les niveaux? Qui aurait pu se rendre compte? Qui savait qui pouvait intervenir? Ça, c'est une obligation qu'on a après. Mais parfois, les gens sont tellement en souffrance, tellement isolés, parce que malgré le fait qu'on puisse communiquer rapidement avec des gens qui sont de l'autre bout du monde, vous savez des gens qui sont isolés, seuls, et donc qui n'ont plus d'espoir. Et donc pour ces gens-là, la seule chose, c'est qu'à chaque fois, comme l'exemple que vous donniez, qu'on nous laisse une petite ouverture, mais c'est ça l'ouverture, c'est juste dire, on trouve une poche de médicaments, on arrive en pièce, c'est bizarre, une poche de médicaments partout là. C'est parce que c'est un indicateur, ça. Elle vous dit quand même quelque part, protégez-moi de moi. Protégez-moi de moi. Mais après, je mesure l'exercice solitaire de votre profession. Mais quand même, quand je travaillais moi comme cardiologue, quand on confiait un patient suivi à l'hôpital senior, le minimum, c'est que nous restions en contact avec l'infirmière, qui elle allait à son domicile, et puis l'équipe soignante de secteur reste en contact. J'entends. Oui. Pour répondre à madame, quand on sait qu'un service d'urgence pour les personnes âgées ferme sur Royan, ou a déjà fermé, on a un problème de moyens, et quand on sait que la moitié d'une équipe d'un CMT fiche le camp et qu'on n'a pas la certitude qu'ils seront remplacés, on a un problème de moyens aussi. Il y a un problème au niveau de l'hôpital public, de recrutement, et ça c'est vrai que c'est un problème, et il faut qu'on invente d'autres types de relais, et c'est compliqué à trouver. Et alors forcément, si les gens ne font pas de moyens financiers, pour se faire aider, accompagner, vous savez, des gens, même une consultation remboursée 30 € par un psycho, ils ne peuvent pas payer le reste, quoi. Il y a quelque chose qui me vient, la formation premier secours en santé mentale, à destination des citoyens et qui permet d'intervenir pour tout à fait. La formation premier secours. Très bonne idée, ça nous fait des surrécateurs, ça. Voilà. On fait ça, bien sûr. Donc c'est des formations courtes, mais qui permettent d'avoir, je crois que c'est sur 15 jours. Toujours.
Plusieurs fois 2 jours, non? Non, Que 2 jours. D'avoir quelques éléments de compréhension de la problématique psychiatrique, donc de par exemple de suicide, puis toutes les pathologies. Donc effectivement, c'est plus assez long. Mais vous avez par exemple, heureusement, vous avez des réseaux associatifs qui se déploient. Vous avez l'UDAF, par l'intermédiaire des GEM, des groupes d'entraide mutuelle, qui prennent le relais de ces structures-là. Donc c'est des gens qui participent pour des personnes qui ont des difficultés d'isolement, les SAMSA, donc ce sont des structures qui permettent de rompre l'isolement et de rencontrer d'autres gens. Et à partir de ce moment-là, de faire du repérage précoce. Donc ça, c'est des structures où il n'y a pas de coût, si vous voulez. Il faut juste remettre les gens en lien avec ce réseau-là. Et les structures là, soutenues par l'UDA, vous avez des GEM dans plein de petites communes. Je sais qu'il y en a, je ne sais pas si on a à Royan, mais je sais qu'il y en a à Saintes obligatoirement, il y en a à La Rochelle obligatoirement, c'est sûr. Donc ça permet, si vous voulez, de faire du lien. Et il y a des suivis, des accompagnements de personnes qui sont regroupées et ça ne règle pas tout, mais ça participe de combler un petit peu le déficit qu'on a maintenant au niveau de l'hôpital public. Une question que dans le général, justement, quand on parle de moyens, de région, de département, oui. je vais de la Haute-Savoie, donc avec une pénurie médicale, voilà. Par rapport au pourcentage de suicides, si on fait une carte géographique, on retrouve un pourcentage plus marqué dans certains départements par rapport à d'autres. Oui, la Bretagne, c'est le département où il y a le plus de décès par suicide. Et puis le département où il y a le moins de décès par suicide, c'est Paris. Alors on pourrait penser bien clair. Ils sont plus nombreux quand même. Ah bon, pardon. Le département où on avait repéré les chiffres, l'idée c'est 2017, là dont je vous parle. Le problème qu'on a, c'est qu'on a toujours 2 années de retard par rapport aux statistiques et sur les décès par suicide et ce qu'on sait. Ce qu'on sait par exemple, c'est que la Covid, contrairement à ce qu'on supposait, n'a pas augmenté le nombre de décès par suicide. Ça a diminué, donc sur les deux années. Par contre, la région, c'était où il y avait plus de décès par suicide, c'est la Bretagne. Et puis, où il y avait le moins de décès par suicide, c'est Paris. Parce qu'il y a un bassin de population plus important et qu'il y a moins de décès par suicide. Et le mois où on a un peu plus de décès par suicide, la saison, et contrairement à ce qu'on pense à l'automne, parce que les jours diminuent, parce que les feuilletons, mais c'est au printemps. Parce que malgré tout, quand les gens vont bien, mais moi, dans ma tête, ça ne va pas mieux, j'ai toujours des idées suicidaires. Oui. Il y a beaucoup de troubles anxieux qui amènent à des phobies scolaires. Est-ce que là, il y a plus de risques aussi Oui, parce que... Pas de tentatives de suicide, oui. Pas de suicide. Oui, parce que la phobie scolaire, ça écarte l'adolescent de ses pairs, de son... Hein? Je connais. Hein. Oui, je veux bien. Mais vous voyez, dans la mesure où ça l'isole, où il n'est plus en lien avec ses pairs, ça majeure la tristesse de la pensée. Et le risque de la pensée triste, pessimiste, le risque, c'est la pensée suicidaire après. C'est que je ne suis pas bien, je ne suis pas comme les autres, je ne pourrais pas vivre avec les autres, je ne peux pas sortir, je ne peux pas aller là-bas. Ça donne des pensées tristes, des pensées pessimistes sur le devenir. Moi, je vais toujours rester comme ça, je ne changerai pas. Donc, il y a un risque. Ça veut dire que quand il y a phobie scolaire, il faut qu'il y ait un accompagnement spécifique aussi. Mais je pense qu'il y en a un. Oui. Il y a des centres soins maintenant pour adolescents qui sont très bien. Il y en a un situé à Sablé. Vous avez aussi dans chaque département une maison des ados. Oui. Dans ces maisons des ados, c'est un peu moins stigmatisant. Vous avez une sage-femme, une éduque, une AS, un médecin. Donc là, on peut aller parler de tout. Il n'y a pas que des gens qui ont des pensées tristes. Vous avez des gens qui viennent pour une contraception, vous avez des gens qui viennent pour parler de plein de choses. Donc la maison des ados, pour ceux qui ont des adolescents avec des inquiétudes, c'est un bon espace. Il n'y a pas de cri psy encore. Vous comprenez? Il n'y a pas encore des cris pédopsy. Donc on se dit, oulala. Parce que l'adolescent, il a peur d'un truc, c'est de ce qu'on pense de lui, c'est qu'il a peur d'être fou. Et ça se trouve, si je vais voir un psychiatre et qu'on me dit en plus c'est le meilleur des psychiatres pour adolescents, son appréhension, c'est que le psychiatre devine bien toutes les pensées qu'il a et dont il ne veut pas nous parler. Donc il vaut mieux aller voir, c'est ce que je vous invite à faire, des structures plus généralistes. Ça, c'est la maison des ados. Ouais. Certains territoires ont des équipes mobiles en santé mentale pour les 16-25 qui peuvent intervenir à domicile sur l'établissement scolaire où le lieu où se trouve le jeune. Et parfois que l'infirmier ou l'éducateur, comme on disait, soit en civil, ne représente pas encore tout ce qui est psychiatrique. Ça peut permettre de faire le lien. Tout à fait raison, c'est ça qui participe de la formation. Je pense que si j'avais moi à décider quelque chose au niveau du ministère de l'Éducation nationale, je pense qu'il faut qu'il y ait 10 fois plus d'adultes
dans les collèges. C'est un moment très difficile au collège. Donc il faut qu'il y ait des adultes partout, à tout bout de champ. Dans chaque couloir, dans la cour, dans machin. Ça, c'est de la prévention. Parce qu'on évite les consommations de produits, on évite les violences, on évite les maltraitances. Donc un des moyens de prévention, mais ça a un coût, hein, mais c'est de la présence en surnombre d'adultes. Parce qu'ils ne sont pas là, les adultes. C'est-à-dire qu'en permanence, il y a de la moquerie. Si on écoute les adolescents de collège, c'est affreux, je devrais pas y retourner. Oui. Je voulais dire pourquoi on n'a jamais mis d'éducateurs dans les lycées, collèges. Comment? Non, mais c'est incompréhensible. Pourquoi? Il a été tenté un moment. Justement, c'était 10 adultes. Non, mais je sais bien, j'étais éducatrice, mais justement, à chaque fois, on s'est dit, mais pourquoi, dis-nous, parce que j'étais éducatrice pendant 35 ans, donc pourquoi il n'y a pas des gens qui savent s'occuper d'enfants qui ont des problèmes, de pensée, etc. Comme vous dites, les 10 personnes adultes supplémentaires un peu partout serait quand même un bon moyen de discuter sans que le jeune soit obligé de prendre un rendez-vous et chez l'AS, et chez l'infirmière, et chez... voilà, c'est très facile. Il y a eu plusieurs tentatives. Dans les années 2000, il y avait ce qu'on appelle les groupes d'adultes relais. C'est que moi, je suis intervenu dans l'éducation nationale pour former des profs, des CPE, des infirmières de santé scolaire au risque d'addiction et au risque suicidaire. C'est-à-dire qu'il y avait des intervenants extérieurs, on était payés, et on allait former les enseignants, l'infirmière de santé scolaire, le médecin scolaire et l'assistante sociale scolaire. Vous savez qu'il y avait des intentions qui étaient faites. Après, l'idée de faire venir des intervenants extérieurs, ce qui a été fait pour écouter les adolescents, des gens spécialisés, infirmiers spécialisés pour ados par exemple, la question c'était est-ce qu'il faut que le soin aille vers l'établissement scolaire ou est-ce qu'il ne faut pas que ça se traite au niveau éducatif? C'est-à-dire que les gens qui doivent être présents, ce sont des gens spécialisés à l'adolescence, mais dans l'éducatif. Et le souci en France, me semble-t-il, c'est qu'on a privilégié le soin, donc là vous avez des éducs, des infirmiers, et sans doute insuffisamment la prévention. Sans doute insuffisamment. Dans certains établissements, à la présence dans les collèges, un dispositif relais. Bien sûr. Et là, du coup, ça légitime quelque part la présence d'un éducateur qui travaille avec un enseignant spécialisé. Ou la MLDS. Ouais. Oui. C'est des dispositifs d'éducation nationale qui permettent de légitimer. Ils ne prennent en charge que sur 400 élèves, 2 ou 3 élèves. Ça donne la proportion. Qui ne prennent en charge que une infime. Qui ne prennent en charge que 2 ou 3 élèves. Est-ce qu'il serait possible de redorer le blason de la psychiatrie déjà, ne serait-ce qu'en se tournant vers la culture, et déjà dans les écoles ou même partout, rappeler que Psyché, c'est une déesse de l'âme qui vivrait avec des ailes de papillon et que c'est plutôt une histoire formidable et réparatrice. Et est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer justement sur ce message à une population qui a tendance à craindre l'homophobie ou même craindre la psychiatrie, alors que ses fondements, c'est quand même une histoire assez extraordinaire. Une rencontre entre un dieu de l'amour et une déesse de l'âme. Alors je crois qu'il y a des... je ne sais pas si vous avez vu le petit livret sur la dépression, qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il y a eu plein de mouvements qui vont dans le sens de déstigmatiser la psychiatrie. Vous avez une part plus grande qui est donnée aux patients. Par exemple dans la psychoéducation qui est proposée. Je trouve que j'ai qu'une jeune infirmière où on ne prenait pas tellement en compte ce que les patients avaient dire. Maintenant, vous avez des co-thérapeutes chez des patients qui eux-mêmes ont souffert de certains troubles et qui deviennent étant. Vous avez l'UNAFAM, qui est une association qui essaye aussi de valoriser ça et de dire que non. Ils organisent, là, ils nous proposent à ce jour d'organiser des débats avec 3 personnes, un professionnel, la famille d'une personne ayant des troubles psychiques et la personne qui a des troubles psychiques, et d'organiser un débat. Donc il nous propose à ce jour d'organiser prochainement avant la fin de l'année. Donc c'est vrai, je crois qu'il y a tout un tas d'associations qui participent à déstigmatiser, mais il y a surtout